On va pouvoir commencer donc ce dernier webinaire des nouveaux dirigeants sur le thème de l'accueil des mineurs en stage et en compétition. Alors la session est enregistrée, je vous l'enverrai par replay à la suite du webinaire dans les jours qui arrivent et vous aurez également accès à nos anciens webinaires qu'on a commencé depuis le mois d'octobre. Donc, tout est disponible sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à les voir et à les partager. Donc, comme je vous l'ai dit, la séance est enregistrée. Vous avez possibilité de poser vos questions dans le chat, mais vous avez aussi la possibilité de lever la main si vous avez des interventions à faire ou des questions à poser. Comme on n'est pas très nombreux, il n'y a pas de souci. Et surtout, coupez vos micros le temps de la présentation. Et donc ce soir, nous serons trois à intervenir. Donc moi-même, donc vous me connaissez bien maintenant depuis le temps qu'on échange entre nous. Et je vais laisser Benjamin et Betty se présenter. Betty, tu peux commencer. Bonsoir à tous. Donc moi Betty Progetti, je suis secrétaire générale de l'association Les Planeurs de Puy-Vert. Donc pour ceux qui sont dans le Nord, on est complètement à l'opposé. J'y suis instructrice également et je suis en charge au niveau de l'association de la gestion, de l'organisation des stages et également de l'accueil des mineurs. Donc j'ai pris ce poste tout à fait bénévolement, hein, 100%, il y a un peu plus de 2 ans. Et on a souscrit à ce moment-là, en fait, à la SDJUS pour avoir un bon cadre, hein, et éviter les soucis avec l'accueil des mineurs. Notamment, nous, on est sur vraiment de l'accueil avec hébergement, parce qu'on est assez décentré par rapport aux villes alentours. Donc, on a une capacité d'hébergement de 20 personnes. Donc Donc, tu voilà. cumules, tu dis secrétaire général, donc il y a le côté politique, gestion du club, mais en plus, au final, tu fais clairement le secrétariat du club au sens figuré, en accueillant et en mettant les cadres avec les gens. Oui, tout à fait, exactement. Bon, Donc, j'ai d'autres casquettes, mais je ne vais pas tout j'imagine. énumérer. Oui, je suis Oui, présidente du comité départemental également et vice-présidente à la région Occitanie. Voilà. d'accord. Bon, merci d'être avec nous. Benjamin Léglé, conseiller technique national. Donc, moi, je suis un fonctionnaire qui est mis en mission à la Fédération française de vol en planeur. Ce soir, je supplée Cécile Varingien qui est en arrêt de travail. Donc j'aurai parfois des choses sur lesquelles il y a peut-être des questions que je ne pourrais pas y répondre. Il y aura peut-être d'autres personnes qui sont présentes ce soir qui pourront nous apporter des éléments. Mais voilà, soyez, soyez gentils avec moi si on a certaines questions sur lesquelles on restera blanc. Et puis bien sûr, on prendra le temps de pouvoir y répondre par la suite et de vous apporter les informations qui nous manquent si jamais ce soir ça fait défaut. Donc merci à Pauline et puis à Betty d'être présente. Et puis merci à vous tous de nous rejoindre pour cette session. On va essayer de pas trop vous faire peur, parce que quand on lit le document et quand on lit tous les documents, des fois ça fait un peu peur. Mais bon, voilà, ça fait aussi partie du cadre de l'accueil, notamment des plus jeunes parmi nos clubs, de faire attention à pas faire de bêtises. Pauline, tu peux passer à la suivante. On va commencer sur les stages sportifs de mineurs. Alors, il y a plein de codes hein, en France. Hein. On a des lois et bon, il y a ce fameux adage, hein, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cumulent. On a quand même grosso modo deux codes hein, qui nous intéressent beaucoup dans nos activités. Il y a le code de la famille hein, qui est un code assez générique qui n'est pas spécifique au sport. Et puis le code du sport qui parfois remet des surcouches là-dessus, mais qui peut se référer le plus souvent, on espère, au code de la famille pour pas en mettre. Et dans ces codes-là, il y a des termes un peu techniques hein, qui sont forcément mis en place pour définir les choses, que tout le monde soit d'accord, que ce soit nous comme les juristes. Et donc notamment, on parle d'accueil collectif de mineurs, qui est défini dans le Code de l'action sociale et de la famille, avec un article qui va bien. Et dans ces codes-là, eh bien, il y a une déclinaison sur les séjours organisés par les fédérations sportives agréées comme la FFVP.
Et donc, vous êtes, vous, club, comme comités départementaux, régionaux, les fers de lance. Et donc, c'est vous qui mettez en place ces stages sportifs. Alors, dès qu'on rentre sur de l'accueil où il y a des mineurs et qu'on rentre dans un accueil où l'objet principal va être de faire du planeur, ça y est, c'est vous et nous qui prenons la main. Et donc, il va falloir se conformer à certains codes. Donc il y a une définition là, qui est parfois un peu bizarre. On se dit, bah tiens, jusqu'à atteindre 7 licenciés mineurs, on pourrait ne rien faire, entre guillemets. Non, en fait, on va voir que jusqu'à 7, il faut quand même se conformer aux règles et aux définitions et aux normes, mais jusqu'à 7, on n'a pas une obligation de déclaration du stage qu'on va mettre en place. C'est vraiment cette différence qu'il faut garder en tête. Mais même si on a moins de 7 mineurs, alors je sais que ça n'intéresse pas forcément beaucoup de clubs d'avoir 7 mineurs en même temps sur un stage, et bon, ça pourrait arriver, mais les règles vont être à peu près les mêmes, sauf que la déclaration ne sera pas faite auprès de la direction de jeunesse et sport correspondante. Donc voilà, le public est vraiment accueilli sur cette définition. Il faut 7 licenciés mineurs avec un hébergement. Et puis bien sûr, dans la spécificité de notre activité sportive qui est de faire du planeur. Alors c'est un code de la famille et qui est vraiment, on va tout de suite sentir qu'il y a une teinte colonie de vacances, hein, et avec des termes qui vont avec, qui vont vous parler forcément. Et ça y est, on parle de directeur de séjour, avec une définition qui va derrière, personne majeure, désigné par l'organisateur qui est le président du club dans notre cas, qui pourrait être une association autre si c'était une colonie de vacances. Euh, et avec tout ce qui va derrière, ce côté qui peut être un directeur de séjour. Pas de diplôme spécifique, euh, mais néanmoins, voilà, on rentre sur ce qui nous intéresse depuis quelques années, à l'honorabilité. Donc cette personne doit avoir une honorabilité qui a été vérifiée. Et puis un minima de 2 personnes qui doivent encadrer, notamment la nuit pour accompagner ces jeunes s'il y a de l'hébergement. Donc il y aura et ce directeur et une deuxième personne qui sera suppléante, et dont l'honorabilité aura été déjà vérifiée aussi. Appui vert, Betty, qui est-ce qui fait le directeur? C'est toi qui fais la directrice? Tu t'occupes là-dessus aussi? Et oui, tout à fait. C'est moi également. Et la deuxième personne Et que tu mets en place, c'est qui habituellement? en général, Francis Clar, notre responsable pédagogique, qui lui dort sur place. Il Mhm. faut savoir que le directeur de séjour n'a pas obligation de séjourner sur place. Donc en général, je suis directrice de séjour et lui, il est suppléant et il est là sur place. D'accord. Exemple Il y avait une concret. question, effectivement, il y a une question de Régis Oui. et on se posait aussi la même question tout à l'heure. Là, j'ai vu dans le chat. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'hébergement? Donc, ça, c'est vrai que c'est une question à laquelle il faudrait qu'on trouve la réponse également. Ouais, alors on a même Je regardé m'y sur connais. le système Mm, de déclaration des activités et des séjours que tu nous as montré il y a quelques minutes avant qu'on ouvre la session. Et en mm. effet, il y avait et avec La même hébergement et sans hébergement. Alors, je ne sais pas mm. si notre juriste de Troyes aurait une information par rapport à ça. Sinon, il faudra qu'on vous la donne après la formation. Oui, je pense que la condition d'hébergement fait que ben, la responsabilité parentale, si c'est pas d'hébergement, le mineur est amené le matin, il est à la journée, il est en activité de jour, point. Ce qui pose, entre guillemets, la question du transfert de responsabilité, c'est qu'à partir du moment où le mineur n'est plus au domicile familial, il y a un transfert de responsabilité entre les parents et l'encadrement du stage. Voilà, c'est tout. C'est l'hébergement qui fait le transfert de responsabilité en termes d'encadrement. Voilà. C'est pour ça que s'il n'y a pas d'hébergement, on considère que l'enfant est provisoirement, effectivement, remis au club, mais pour une activité précise, comme il pourrait faire un cours de karaté, comme il pourrait faire un cours de gym, et qu'après, à l'issue de la journée, il rentre chez lui. Donc, il n'y a pas réellement de transfert, il reste sous l'autorité Mm, parentale. Voilà. Donc, il n'y aurait pas à mettre en place tout ce qui est directeur de séjour, etc., Exactement. etc. D'accord. Ok, merci. On précisera pour être sûr, mais c'est une information sur laquelle on était un petit peu, il y a encore quelques minutes, très, très hésitant. Ok, On a une merci. question de Philippe. Ouais, une petite Oui. question. Nous, on n'a pas d'hébergement, mais on a un camping. Alors, il y a des jeunes qui viennent avec des tentes. Est-ce que c'est considéré comme de l'hébergement?
Oui, alors on va le voir un tout petit peu plus loin pour justement la cadre de l'hébergement et notamment il y a le terrain, je suppose, vous appartient pas, c'est à la commune. Oui, le terrain est à la commune, mais on est exploitant, c'est-à-dire c'est nous qui gérons le terrain. Ouais, donc il y aura une déclaration notamment auprès de la commune pour les informer qu'il y a des mineurs qui sont hébergés sur votre zone de camping. Donc ça fait partie des déclarations qu'il faut mettre en place dans ces cas spécifiques où vous offrez un espace qui est un espace qui est pas avec du dur, mais il y aura forcément une Mm. information auprès du propriétaire de la zone, alors que vous êtes exploitant et donc il faut les informer. Ok. On va passer à la suite. Donc on quitte le côté accueil avec hébergement, mais sur le côté équipe pédagogique, et là ça y est, on rentre sur du classique code du sport. Et vous connaissez la rengaine, un seul peuvent, contre rémunération, enseigner, animer des gens qui ont les titres qui vont bien. Jusqu'à il y a quelques mois, années, on avait un équivalent DE-GEPS de la Léger. formation instructeur. Et ça nous permettait de mettre en place tout ce qui était carte professionnelle et qui allait avec pour avoir de la rémunération pour ceux qui le veulent. Aujourd'hui, on n'a plus que du FIS qui est pas reconnu par le ministère des Sports comme un diplôme ou une qualification sur laquelle il pourrait s'appuyer pour avoir une carte professionnelle. Mais néanmoins, c'est d'un acquis commun que dès qu'on a un FIS, on peut travailler contre rémunération. Attention, ça n'a rien à voir avec le côté accueil, la nuit, etc., hein. C'est vraiment pour l'encadrement professionnel de la formation à devenir pilote de planeur. Dès qu'on est bénévole, on peut quitter ce côté FIS à tout prix, mais néanmoins, vous savez que la fédération, pour former des gens au planeur, bah, il faut être FI au final, même si on peut Mm. parfois être aidé pour des sessions particulières, sur tout ce qui est formation post-brevet, campagne plus avec des éléments, des gens qui n'ont pas forcément un FIS. Dans tous les cas, dès qu'il y a des mineurs, il y a forcément à faire attention à passer les gens au niveau de l'honorabilité pour être sûr qu'on ait bordé les choses dès qu'on accueille des mineurs avec ça. Toi, Betty, tu fais comment pour tes instructeurs? Ils ont tous une déclaration avec l'honorabilité qui a été déclenchée. Ça marche comment? J'en ai quelques-uns, oui, qu'attends, on est quatre, cinq. On est cinq à avoir l'équivalent des GEPS. Ah oui, vous avez fait la, le- la, On la l'avait trans, fait, oui, ouais, oui, avant oui, que ça on l'avait disparaisse. fait. Hmm. Exactement. Donc là, on est un peu dans une situation où c'est un peu plus compliqué. Moi, je demanderai une réponse officielle au niveau de la DTN avec Tina, pour savoir comment est-ce qu'on peut, que s'il y a des gens qui veulent travailler contre rémunération, qu'on ait une réponse officielle pour si jamais il faut qu'ils aient une carte professionnelle qui est délivrée par je ne sais sport ou pas. L'honorabilité n'est pas faite par Eva. On va le voir un peu plus loin, mais je crois pas que ce soit automatique l'honorabilité avec le fichier fédéral. Justement, bah voilà, c'est le slide suivant. Si vous voulez vérifier que vos instructeurs, vos encadrants de ces stages satisfont à l'honorabilité, et il y a un site internet gouvernemental qui a été mis en place avec l'accès classique que vous connaissez, où il faut mettre son code d'accès soit par les impôts, soit par France Connect et ce genre de service. Euh, Attention, voilà, 15 jours de délai pour recevoir une attestation officielle. Mais voilà, vous aurez sur la présentation que vous recevrez les liens directs pour aller sur ce site-là. Et je complète, on vérifie également, nous, au niveau de la fédération, on a une obligation de vérifier l'honorabilité. Donc, en fait, effectivement, c'est fait via EVA. Les personnes qui sont identifiées comme dirigeantes de club doivent remplir les informations, donc lieu de naissance, département de naissance, tout ça. Et ça nous permet, nous, d'envoyer le fichier au FIJAS pour vérification. Voilà, donc il y a un double contrôle. À ce Bonne sujet, question. attends, à ce Hmm. sujet, il y a eu un webinaire la semaine dernière où il en était sujet, et donc effectivement, il était bien précisé que Eva, pour les dirigeants de club, faisait la vérification. Oui, tout Mais à par fait. contre, nous, on ne reçoit pas de certificat. Là, je vois qu'on peut avoir un certificat, mais la Fédé, donc si elle le fait, elle ne l'envoie pas. Elle le garde. Non, 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 il n'y a pas de certificat. En fait, si quelqu'un est informé, c'est parce qu'il y a un problème.
Et alors pourquoi il y a marqué 15 jours pour avoir l'attestation d'honorabilité, alors s'il n'y a pas de... Comment on le sait ça alors? Alors ça, c'est pas le site EVA fédéral, hein, c'est le site gouvernemental qui produit cette attestation et c'est pour ça qu'ils ont besoin de 15 jours au niveau administratif pour produire le document. Donc on reçoit effectivement une attestation alors. Là, oui, oui, parce que c'est toi qui vas faire directement la demande D'accord, via ton accès gouvernemental classique avec les impôts, d'accord. ce genre de choses. Parce que je Ouais. pensais que par EVA ça se faisait automatiquement et que automatiquement donc c'était bon, mais alors il faut mieux faire Non, ça. ouais, c'est pas transmis. Ouais. Ouais, Et quand je vois Eva, j'y vais de temps en temps parce que j'ai des accès assez étendus dessus et je vois de temps en temps qu'il y a des. Tout le monde n'a pas forcément rempli toutes les demandes qui permettent que Eva produise enfin, pas l'attestation, mais valide l'honorabilité. Mm. Je vois souvent des dirigeants avec le statut honorabilité pas confirmé, quoi. Donc il y a aussi cet effort à faire peut-être au niveau des dirigeants et tout le monde de Mm. rentrer dans le système Eva puis de remplir tout ce qu'il faut. On va passer à la suivante. Alors, la déclaration de séjour, ça y est, vous mettez en place quelque chose via aide l'hébergement et vous avez potentiellement le risque, entre guillemets, d'avoir au moins 7 mineurs sur place. Euh, Dès qu'on rentre dans ce cadre-là, on est en plus obligé non seulement de suivre les normes, mais en plus obligé de faire une déclaration auprès de la SDJES, qui est en fait l'autorité préfectorale, hein, locale, qui correspond au sport. Et là, je pense que Betty peut-être peut nous montrer directement si Pauline peut lui donner la main sur l'affichage. Mais juste pour vous montrer le système, il y a un système qui est de mise en ligne avec Mm. une déclaration en ligne. Tu me dis, Pauline, quand c'est bon. C'est bon? Donc après, hein, voilà, pour ceux qui ne sont pas encore dans le cadre SDGES, je vous conseille vivement de contacter hein, les intervenants de votre secteur. Ils sont pas dans la réprimande, hein. Nous, en fait, au tout départ, ils étaient venus au club et dans notre bâtiment pour faire entre guillemets un audit. Le but était vraiment de nous conseiller, de voir ce qu'on avait mis en place et de nous informer des choses qu'il fallait ajouter. On n'est pas encore à 100% des demandes qu'ils avaient effectuées. Mais voilà, mais faut pas hésiter vraiment. Enfin, c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure Benjamin, quand on lit tous les textes, ça fait peur. Mais après, c'est vraiment simplifié et ça permet d'être sécurisé dans l'accueil des mineurs. Hein, parce que quand tout se passe bien hein, dans nos clubs, bon ben voilà, tout va bien. Mais c'est vrai que le jour où il y a un souci avec un mineur, on est bien content d'avoir ce cadre et d'avoir mis toutes ces choses en place. Donc Oui, voilà les pour le ceux SDJUS, qui- c'est mes collègues, hein, clairement, hein. Moi, je suis en mission à la fédération, mais eux, ils Mm. sont au niveau départemental ou local. Et bon, ils connaissent à peu près toutes les lois, ils font du rappel à la loi, mais ils sont aussi très réalistes par rapport à la réalité de terrain. Oui, Et ils essayent de complètement. juste on met la barre haut pour que peu à peu on tende vers quelque chose qui soit proche du haut. Mais ça va pas Mm. plus loin et c'est la sécurité et le bon sens souvent qui priment. Ouais, tout à fait. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Oui, c'est bon. Donc là, justement, tout à l'heure, on parlait bah, des différents intervenants hein, au niveau de l'association et des équivalents, des GEPS, etc. Donc là, effectivement, on est 4, 5, 6, 7, on est 8. Ils sont déclarés à la Euh, SDGS. ah ouais, voilà, c'est ça. Donc le DGEP, c'est l'équivalent, c'est le BAFA. Je crois que ça s'appelait BAFA avant, il me semble. Donc voilà. Là, les déclarations, justement, moi, je les ai faites pour cette année, donc je vais pouvoir vous le montrer. C'est vraiment très simplifié. Vous pouvez le faire dès le début d'année pour vos stages à venir. En revanche, voilà, ne pas oublier, donc vous pouvez y accéder 2 mois, voire plus avant le stage. Petit exemple, pour nous, février, on a un stage qui débute le 21 février, donc c'est trop tard. Donc, un petit mail hein, à votre contact SGS et puis il vous débloque et vous permet de déclarer le séjour. Et là, comme vous pouvez le constater, bah, nous, on l'a fait pour toute l'année, donc on l'a fait pour février ici, avril et 2 stages en juillet, dont un stage en extérieur. Ça aussi, même quand vous êtes en extérieur et que vous êtes avec hébergement, pardon,
il faut faire la déclaration. Donc là, on va ouvrir. Donc au tout départ, vous allez faire la fiche initiale de déclaration et après, 8 jours avant, donc il faut bien se mettre l'alerte parce que le système ne vous envoie pas une alerte. Il faut aller faire la fiche complémentaire. Dans la fiche complémentaire, vous allez ajouter, c'est là où vous allez vraiment ajouter les encadrants spécifiques, le directeur de séjour. Bon là, je l'ai mis moi dès le départ. Mais là, après, moi, je vais aller ajouter les encadrants qui seront sur place, qui vont dormir sur place avec les mineurs. Et là, on va aller ajuster en fait le nombre de personnes qui seront présentes. Nous, on déclare toujours le maximum, hein. Comme vous voyez, 14-17 ans, on met 18 et diplômés sur place 2 et on ajuste au moment. Là, moi, je peux pas, par exemple, mettre 20, 14, 17 et 3 diplômés, parce que comme ils sont venus sur place, on leur a aussi fourni les documents de notre bâtiment, qui a une capacité maximale de 20. Donc, le système est fait par rapport à ce qu'on a déclaré au tout départ, parce qu'il faut vraiment leur déclarer aussi dans quels locaux vous les accueillez. Tout est fait au point de départ. Et là, Le la format, fiche, pardon, le vas-y. format, Betty, est une fois de plus, très orienté colonie de vacances, hein, quand on voit les fiches, hein. Oui, on est quand même bien. Enfin voilà, il faut bien les mettre ces jours sportifs. Et oui, c'est vrai. Nous, franchement, pour rien vous cacher, au tout départ, on a quand même eu un gros doute. L'ancienne direction a mis ça en place et on trouvait que ça faisait très colonie de vacances. Voilà. Alors qu'on n'est pas une colo hein, de vacances. Et c'est vrai qu'ils ont su. Pardon. C'est pour ça qu'on les a fait aussi venir pour en discuter avec eux. Et Mhm. c'est ça qui nous a conforté dans l'idée qu'il valait mieux effectivement qu'on ait ce cadre. Mais c'est vrai que voilà, ça donne cette impression, mais on est bien sur du séjour sportif. J'en discutais un petit peu avant le début Et, avec toi. Ils ont c'est calqué sur le scolaire, hein, par contre, le calendrier. Ils ouvrent la session de l'année en septembre pour toute l'année, c'est ça? oui, tout à fait, exactement. Donc pour ceux qui organisent des stages à la Toussaint, hein, justement, enfin moi j'ai loupé la Toussaint l'an dernier. Là, bon, je vais faire comme j'ai fait aujourd'hui pour février. Je vais envoyer un mail à la dame qui s'en occupe et puis elle va m'ouvrir la période. Ça, il y a pas de souci. Ils sont assez réactifs. Par contre, privilégiez les mails hein. Par téléphone, on n'arrive pas à les avoir au téléphone du tout. Hmm. C'est Hmm. normal, elle m'a indiqué qu'ils ne répondaient pas au téléphone. Et Donc donc, deux voilà. mois avant le stage, il faut normalement le déclarer. Et tu disais que 8 jours avant le stage, il faut faire une déclaration complémentaire. Et c'est là que tu es Oui, obligé de te c'est mettre une ça. alerte toi-même sur ton calendrier pour que tu n'oublies pas de faire la déclaration, en fait. Oui, c'est ça. Donc Hmm. là, l'an dernier, par exemple, là où j'ai pas oublié, c'était avril, je crois, parce qu'effectivement, sinon on oublie. Bon, après, c'est pas bien grave en soi, hein. Donc là, la Ouais, ils te fiche connaissent, c'est différent. Ouais. complémentaire, oui, Hmm. voilà, la fiche complémentaire, c'est ça. Donc c'est là où on a ajusté, hein, parce qu'on met toujours le maximum. Donc là, on Mhm. est passé à 14, 17, 15. Et puis les Donc encadrants, ouais. là, Hmm. ouais, les encadrants, les déclarants, personnes à prévenir en cas d'urgence, ça c'est automatique, ça revient toujours les mêmes. Et Mhm. c'est là, en fait, où on va ajouter des détails, c'est sur l'équipe d'encadrement. Ici. Donc, une fois que tu as fait ça, tu es bordé au niveau administratif. Et je suis tranquille. Hmm. Enfin, je suis tranquille. Oui, oui. Après, Ouais. voilà, faut. Après, il y a effectivement pas que ça, hein. Il y a aussi tout un dossier à monter et à faire compléter par le mineur et les parents. Également, enfin, moi, je le fais, ce dossier-là, je le fais au moment de l'inscription. Plein de choses, je peux vous le montrer aussi. Enfin, on y reviendra un petit peu plus tard. Oui, Mais je crois que sur les slides après, ouais. oui, voilà. Je vous montrerai le modèle à ce moment-là. Alors ça fait un aspect un peu bon administratif hein, par lequel il faut passer, mais je pense que les réunions que vous avez eues directement avec les personnes du SDGUS vous ont fait avancer sur certains points au niveau de l'accueil ou sur l'encadrement. Vous avez eu des choses qui ont été vraiment des valeurs ajoutées grâce à eux? Oui, 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 au niveau justement, enfin nous on avait déjà mis un dossier en place, donc on l'a amélioré, en sachant que notre objectif hein, en tant que dirigeant de club, c'est vraiment d'être protégé,
en cas où il se passe quelque chose avec un mineur, et également d'avoir un cadre et du factuel aussi par rapport à des parents qui posent des questions. Pour rassurer. Moi, voilà, la petite anecdote, parce que c'est vrai que là, enfin, je pense que c'est le cas de tout le monde, on a pris toutes les inscriptions, donc moi, pour les inscriptions des mineurs, ils doivent aussi remplir le dossier. Donc, il y a des parents, malgré la procédure que j'ai faite en parallèle, qui me disent, bon, ben voilà, j'ai rempli le, les questionnaires de santé de la fédération, donc du coup, ben, je fournis pas de certificat médical du médecin. Et si, en plus de ça, le mineur doit fournir chaque année un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du vol en planeur du médecin traitant. Enfin voilà, ça permet d'être bien carré et de pouvoir se reposer aussi sur des textes. Moi, je sais qu'il y a des moments quand je réponds à un parent où je vais mettre mon petit texte en pièce jointe ou je fais un copie-colle. Ça simplifie aussi la Il n'y a plus tâche. de discussion après. Hmm. Ouais, voilà. Là, partant de là, j'ai une maman qui était insistante et qui me disait, oui, mais j'ai rempli l'attestation, machin. Il a fallu que je lui mette voilà, vraiment le texte. Et puis là, elle a compris, elle est allée chez le médecin avec son fils et puis le problème était réglé. Hmm. Oui, on sent. Il y a clairement cette attente aussi des parents. Ils posent des questions. Voilà, chacun fait son rôle. Mais si en face, il y a Mm. une réponse qui est très claire parce que c'est appuyé sur des textes, il n'y a plus de discussion derrière et ça se passe plutôt bien. C'est le Ok. côté, voilà, c'est le côté très très positif et très avantageux Hmm. d'avoir ce cadre effectivement à la SDJES. Ça, vous y vont. Très bien. Pour nous, il n'y a que du positif, hein. Ouais, On n'a rien de négatif depuis. super. Alors, à bientôt, Philippe. Pas de Oui. problème. Salut Désolé. Philippe, à Bonne, bientôt. bonne Bonne soirée à prochaine tous. visio. Merci. Ciao. Alors, Pauline, on passe à la suivante. Donc, notamment, oui, dans ces documents qui vont être obligatoires lorsque vous commencez à organiser des séjours pour des mineurs, il y a ces choses qui sont un peu prémâchées par la fédération, hein. L'élaboration d'un projet éducatif, alors, c'est des grands mots, hein, projet éducatif et un projet pédagogique, qui au final va être faire découvrir et puis apprendre à faire du planeur, hein. Et puis il y a tout ce qui est obligation d'assurance et bien sûr déclaration d'accident s'il y a un accident grave. Peut-être que Pauline, tu peux nous montrer le document qui a été préparé par la fédération? Ici? Ouais. Donc normalement, ce document, il reprend les choses qui sont obligatoires, alors, règlement intérieur d'un stage spécifique, voilà, d'un séjour spécifique. Le maximum de choses est prémâché. Vous avez à mettre le nom de l'association. Enfin, vous connaissez ce style de documents qui sont bien à faire en copier-coller et qui permettent de respecter le minima qui a été demandé par la documentation obligatoire qui correspond à ce genre de séjour. Donc pareil, vous aurez accès à ce genre de documents. Donc vous ne prenez pas trop la tête à créer des choses de votre côté. On essaie de vous simplifier au maximum la vie. L'assurance, oui, il y a toujours besoin, même si il y a le contrat d'assurance, c'est assez complet, mais c'est bien de mettre un petit mail à l'assureur fédéral et qui vous donnera juste une attestation parce que ça fait partie normalement des clauses fédérales de pouvoir organiser ce genre de stage. À la suivante. Là, on rentre dans la spécificité du vol en planeur. Il n'y a rien à inventer, hein. Les moyens de communication, notamment en cas d'alerte, vous avez depuis quelques années, je pense, tous une fiche alerte. Donc, on sait exactement quoi faire et comment. Donc, ça, c'est très pratique et c'est très formalisé de nos jours. La question tout à l'heure de Philippe Letellier sur l'hébergement en tente. Oui, donc oui, forcément, c'est possible, mais le propriétaire du terrain doit être informé il y aura des mineurs qui vont être accueillis sous un format camping sur le terrain. C'est un des minima, une des cases à cocher et à remplir hein, quand on fait ce genre de choses. Il y a des choses qui ont été accumulées avec le temps, hein, et notamment les aléas météo. On a vu qu'il y avait quand même, bon, avec l'évolution météorologique, parfois des choses qui arrivent et qui sont je dirais pas inattendues, mais qui sont un peu XXL en termes d'énergie. Et donc il y a aussi ce focus météo. C'est du bon sens, c'est de la gestion bon, comme on dit, de bon père de famille, hein, pour même les gamins qui sont là, qui sont pas les nôtres. Mais voilà, il y aura une vigilance à faire sur la météo. Normalement, sur un terrain de planeur, on n'est pas trop impacté par ça parce qu'on est loin, même si certains sont inondables, donc attention.
mais on n'est pas trop impacté par ça. Mais quelque chose qui est avec des arbres autour, ça peut être aussi problématique s'il y a une tempête. Donc il y a quand même cette vigilance météo à avoir si jamais ça pose souci. Et puis des choses qui nous intéressent un peu plus avec les problèmes de canicule. Et donc là, de la vigilance à avoir. Bon, je ne vous fais pas de dessin sur ce qui s'est passé la saison dernière en 2025 avec quelques accidents sur lesquels on pense que le facteur canicule, on n'est pas sur des mineurs, hein, on est plutôt sur des personnes relativement âgées, mais on pense que le facteur canicule a joué aussi son rôle sur les accidents. Mais bon, ça n'empêche pas de faire attention aux insolations, etc., etc. Donc la vigilance météo est de mise. Dans les trucs à remplir, une fois de plus, là, vous avez un accès, dès que vous voyez un petit doigt avec un document fédéral, vous pourrez aller voir via le document type pour remplir une demande d'autorisation parentale signée des parents. Et je crois qu'à chaque fois, ou en tout cas sur les documents que Betty m'avait montré, en plus, tu fais tu, m- il y a non seulement les parents qui signent, mais il y a aussi les enfants qui signent, hein, pour que vraiment ils aient lu les choses et qu'il y a eu cette discussion à trois entre l'organisateur, les parents et l'enfant, le mineur, pour qu'on se mette d'accord en fait sur le projet du séjour. C'est ça? Oui, la charte de bonne conduite et qui fait en même temps partie du projet éducatif et pédagogique. Oui, oui. Hmm. On rappelle des principes éthiques, règles de conduite, utilisation du téléphone. On aborde aussi le droit à l'image. Hmm. Enfin voilà, c'est toutes les choses effectivement qu'on doit faire apparaître et faire signer absolument par les parents et le mineur. Pauline, si tu Ah, tiens, peux. Ouais, je peux vas-y. vous répondre à Régis, justement, j'ai eu le cas dernièrement. Ah oui, tiens. Oui, pensez bien à, quand vous avez les autorisations parentales et tout document à les faire signer par les deux parents. J'ai eu le cas il y a pas plus loin que 2 jours, Hmm. une jeune stagiaire qui était inscrite chez nous depuis à peu près 3 ans. Jusqu'à présent, tout se passait bien, le papa a signé, et là, enfin voilà, les parents m'ont passé au tribunal et j'ai reçu un mail indiquant que voilà, qu'il interdisait à sa fille d'exercer toute activité de vol à voile chez nous. Donc, il faut être très vigilant aussi sur ces choses-là. Encore une fois, si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème, c'est OK. Mais le jour où il y a un souci ou quoi que ce soit, pas se retrouver avec l'autre parent qui dit oui, je n'étais pas au courant, en fait, je suis pas d'accord. Donc, oui, faut faire signer par les deux parents et s'assurer que, voilà, s'il n'y a qu'une signature, moi, je n'hésite pas et ça m'est arrivé à bien demander qui avait l'autorité parentale. Enfin, voilà, faut être vigilant là-dessus. Êtes-vous sûr qu'il Une faut faire précision. signer les deux parents? Parce qu'aujourd'hui, quand on travaille avec des quartiers prioritaires de la ville, par exemple le quartier politique de la ville, vous trouvez qu'un parent. Le deuxième parent, il n'est pas là. Et qu'est-ce qu'on fait? On supprime la moitié des gamins? Il y Non, avait Jean-François qui voulait intervenir, je crois, hein. pour aller dans le sens de Paul, l'autorité parentale étant conjointe, la signature d'un seul des parents au niveau de la jurisprudence, au niveau juridique, ça c'est imparable. La Mm. signature d'un des parents pour un acte d'administration courante, c'est-à-dire un acte, je dirais, qui règle le quotidien de la vie de l'enfant mineur, une seule signature suffit, il faut être clair. Puisque l'autorité parentale est conjointe, si l'autre parent entend s'opposer à l'activité, ça va se régler devant le juge aux affaires familiales. Parent qui s'oppose sur l'activité autorisée par un parent, l'autre parent fait savoir au club qui s'y oppose. À ce moment-là, le Mm. club botte en touche. Les parents règlent leurs différends devant le juge aux affaires familiales. Ça va leur prendre quelques Mm, mois, mm. quelques semaines, mais la Ouais. signature d'un des parents co-titulaire de l'autorité parentale suffit au club d'un point de vue juridique. Après, s'ils ne sont pas d'accord entre eux, ils iront s'expliquer et le juge arbitrera. Mais l'autorité parentale conjointe se définit comme l'effort que doivent faire chacun des deux parents pour se mettre d'accord dans l'intérêt des activités, dans l'intérêt de l'enfant et de ses activités habituelles. Donc, à partir du moment où on a une seule signature, juridiquement, c'est suffisant. Il est présumé agir en tant que co-titulaire de l'autorité parentale. L'autre parent, s'il n'est pas d'accord, eh ben, il faudra qu'il produise une décision de justice qui viendra arbitrer dans le désaccord entre parents pour dire dorénavant, l'enfant ne fera plus de planeur. Alors, c'était ma Ok. question, justement. C'est de chercher les complications pour rien, moi, en fait, dans Ouais. l'histoire, du coup.
Dans ces cas-là, c'est suspensif, Jean-François, c'est-à-dire que l'enfant peut continuer l'activité tant qu'il n'y a pas. À partir du moment où il y en a un qui a consenti, qu'il a l'autorité parentale, je fais un petit, bon, je ne veux pas rentrer trop dans les arcanes juridiques. Mhm. Attention que le parent qui signe soit bien titulaire de l'autorité parentale. On a parfois, malheureusement, quand ça se passe mal dans les couples, un des parents qui est déchu de l'autorité parentale, qui soit retiré de l'autorité parentale. Donc, dans ces cas-là, s'il signe, il n'est pas co-titulaire de l'autorité parentale, ça ne vaut rien, la signature. Mais bon, la plupart des parents divorcés, séparés, etc., sont co-titulaires de l'autorité parentale. C'est la règle générale. Le juge ne retire l'autorité parentale qu'en cas de manquement particulier spécifique. Voilà. Donc, la plupart des parents sont bénéficiaires, sont titulaires de l'autorité parentale conjointe. Une seule signature suffit. Ok, merci. On s'est noté, puis C'est bon à on mettra, savoir. ouais, on mettra un petit encart pour justement Ouais. mettre ce genre de cas-là. Euh, donc, séjour spécifique sportif avec hébergement, ça y est, on rentre dans l'autonomie et la question de l'autonomie des mineurs lorsqu'ils ne sont plus sous l'autorité de leurs parents. Encadrement obligatoire, un mineur ne peut pas dormir sans encadrement au sein d'une association, même si les parents donnent leur autorisation. Il suffit pas d'avoir une autorisation parentale, oui, il peut rester, mais en plus, il faut qu'il y ait un encadrement idoine qui soit fait sur l'aérodrome. Euh, donc, la responsabilité directe de l'association, euh, c'est son président, bien sûr, qui doit garantir la sécurité physique et morale du mineur, que ce soit pendant une activité, un stage ou un hébergement. Donc avec toutes les normes qui vont derrière, hein, c'est là qu'on rentre dans les normes d'hébergement qui parfois sont compliquées à mettre en place en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes. Les risques qui vont derrière, donc l'absence notamment d'encadrement pour ces mineurs expose à des risques juridiques, même si les parents ont autorisé un hébergement sans supervision. On ne peut pas mettre une mention, oui, c'est bon, j'autorise à ce qu'il n'y ait pas de supervision de mon enfant. Ça va pas suffire si jamais, une fois de plus, comme dit Betty, hein, tant que tout va bien, ça va bien. Et le jour où il y a un problème, bah, même s'ils ont signé ça, ils vont se retourner sur le fait que ça ne vaut rien et ils auront raison. Donc on rentre dans tout ce qui est responsabilité civile et pénale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez que c'est le genre de choses où on veut pas glisser parce que c'est très compliqué derrière. La suite. Alors, très très rare dans notre activité, si jamais vous avez prévu en plus une activité externe qui n'a rien à voir avec du planeur, et puis parce que pour X ou Y raison, il fait pas beau, et donc on change d'activité. Donc attention, parce que bah, là, on rentre dans des petites complexifications. Euh, le plus simple dans ces cas-là, le plus souvent, c'est de vraiment s'organiser pour que ce soit une prestation qui est faite par un centre sportif avec une activité physique et sportive qui a sa propre déclaration. Ah, voilà, une fois que c'est bordé avec des professionnels pour aller faire du raft ou du kayak, ça y est, on est quasiment sûr on n'aura aucun souci parce qu'ils ont tout rempli de leur côté pour qu'ils soient en capacité de proposer ce genre de service. Et donc voilà, ils ont forcément une responsabilité civile, ils sont couverts, ils sont des personnes qualifiées qui vont organiser les choses. Donc normalement, on n'a pas de souci par rapport à ça. Et je sais que c'est un cas qui va être très rare. Les stages de sport planeur font du planeur et même quand il fait pas beau, on fera quelque chose qui sera apparié au planeur. Mais néanmoins, voilà, vigilance à avoir, même si on sait que ce sera quelque chose de très très rare. Donc vous avez plein de documentation. Il y a toujours plus de docs à lire. Mais néanmoins, il y a certains docs qui sont assez pratiques parce ils ont été pré-mâchés et puis ils sont issus de l'expérience bah, de ceux qui sont passés avant vous, notamment Betty à Puyvert. Euh, j'ai noté quelques questions. Donc, signature pour les deux parents, on mettra juste un encart en plus pour vraiment donner une réponse et qu'on n'ait plus cette question qui retombe. Le DEGEPS, je ferai remonter la question maintenant du fait qu'on n'a plus une équivalence de DEGEPS avec les FI et les FE. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait encadrer contre rémunération, même si c'est très rare pour de l'encadrement qui ne soit pas juste faire de l'instruction en planeur. Et puis, j'ai vu que la question de la validité de l'honorabilité avait été répondue avec 6 mois. C'était marqué comme un contrôle technique automobile. Oui, ouais, non, c'est plutôt 2 ans. Mais j'irai vérifier que c'est bien 6 mois. Mais a priori, merci Jean-François pour ça, hein.
Non, je précise 6 mois, c'est-à-dire que l'encadrant qui se postule à ce poste d'encadrant dans la prise en charge des jeunes doit produire une attestation de moins de 6 mois. C'est comme lorsqu'on vend sa voiture, il faut D'accord. avoir un contrôle technique assez récent, Mm. donc de moins de Mhm. 6 mois. C'était le sens de mon propos. Hein, voilà. Et est-ce que tu peux répondre à mon interrogation concernant le fait que on fait vraiment le distinguo entre s'il y a hébergement et s'il y a pas hébergement, tu le disais tout à l'heure, il y a vraiment ce côté, s'il y a hébergement, il faut remplir toutes ces cases et puis faire cette déclaration à l'ASDJUS. S'il n'y a pas cette prestation d'hébergement, on quitte complètement ça, mais ça n'empêche pas, par contre, de respecter les normes d'accueil, etc., etc. C'est bien ça, hein, qu'il faut Ouais, prendre dans. oui, parce que la notion d'hébergement fait que l'enfant ne rejoint pas le domicile familial, il n'est plus sous Mhm. la responsabilité parentale, donc il y a bien un transfert de responsabilité, que ce soit pour son hébergement à proprement parler, mais au sens large, hébergement, c'est-à-dire nourriture, logement. J'ai vu qu'il y avait une chose qui m'intéresse, d'ailleurs, bonne pratique d'hygiène de la restauration collective. C'est vrai que des fois, les normes d'hygiène collective, on ne les maîtrise pas forcément en matière de Mhm. restauration. Mhm. Mais toujours est-il que voilà, le fait que l'enfant ne soit pas de retour le soir à domicile fait qu'il y a un transfert de responsabilité. C'est le club qui organise le stage qui va devoir assumer son logement pour la nuit, sa restauration, etc. Donc là, et j'ai vu effectivement qu'il y a un guide de bonne pratique d'hygiène de la restauration collective. Et ça, j'avoue que effectivement, on prend connaissance parce qu'il y a peut-être des règles qu'on ne connaît pas. Nul n'est Alors, censé ignorer la loi, ça a été dit tout ouais, à l'heure, mais quand ouais, même. oui, oui. Ouais. Alors, il y a Betty qui peut nous. Euh, Alors, En oui, fait, attends, oui. avant de te Alors, lancer, Betty, vas-y. je sais on se pose souvent des questions parce que c'est pas notre fond de commerce et notre fond de métier que de faire à manger pour des gamins. Oui. Et en fait, ce qu'on a comme question en face, c'est que les parents veulent juste des réponses. Et si on leur dit que c'est comme ça, ce sera comme ça. Et le comme ça qui est proposé à Puvert, c'est quoi, Betty? Le comme ça qui est proposé à Puvert, c'est qu'au niveau des pratiques d'hygiène de la restauration, il faut avoir en fait une cuisine en bonne et due forme pour que pour que la cuisine puisse se faire sur place. Donc en fait, ils appellent ça une espèce de marche en avant. Donc ça veut dire que la nourriture brute doit entrer par une porte, être dans la cuisine et sortir par une autre. Il faut garder des échantillons de nourriture pendant plusieurs jours. Normalement, il y a une Donc prise de on arrête les accueils température, de mineurs tout de suite quand etc. j'entends ça. Euh, donc, donc, nous, notre cuisine, elle n'était pas aux normes Ouais. pour faire ce genre de choses. Enfin, voilà, on est sur un projet de nouveau bâtiment, mais on a simplifié la chose pour justement Mhm. éviter les risques sanitaires. C'est que nous, on fait appel enfin, on a la chance d'avoir trouvé un traiteur qui est à 15 minutes. C'est lui qui a toute la responsabilité, qui garde les échantillons, etc., qui nous amène le repas le midi, le soir. Vraiment tous les jours pendant les stages et comme ça on s'est libéré voilà avec ça on est De sur la 9 responsabilité, ouais. euros on est sur Ouais. 9 euros le repas et on fait pas du tout nous le club bénéfice Mm. là-dessus et en Mm. revanche les mineurs qui sont là sur place on impose le repas traiteur. Donc voilà, ouais, c'est vraiment ce côté, le parent qui a Mm. une question par rapport à ça, c'est voilà, vous Oui, n'avez pas le choix. Il y aura un service de traiteur pour les mineurs. Et puis les voilà majeurs, ça ils aussi font bien ce qu'ils j'ai eu veulent. la question c'était hier je crois Mm. et j'ai Mm. envoyé mon petit texte quoi. Voilà. Oui. Ah ouais. Bon, une fois de plus, quand on se remet en position de parent, c'est une question qui est une question parce qu'on veut juste savoir. Et puis si on dit que c'est comme ça, je pense que 99% des gens vont dire bah c'est comme ça, et ils vont pas se poser d'autres Mm. questions. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, pour faire une cuisine professionnelle avec tout ce qui va derrière, bah, c'est mission impossible. Et donc la seule solution que Betty a trouvée, c'est d'avoir un traiteur qui fait le boulot pour le club, quoi. D'autant plus Ouais. que si on a le souci, mais ça c'est aux parents de le déclarer, bon, mineurs, on a des adolescents, il faut être clair, donc ils sont en capacité aussi de le signaler, mais il faut veiller peut-être dans ce cas dans Des les allergies. problèmes d'allergie Ouais. alimentaire. Mm. Attention à ça. Et là, le traiteur, lui, va fournir des repas qui seront aux normes
sanitaire, voilà, professionnel, mais il va pas gérer le problème d'allergie, sauf si on lui dit, bah, éventuellement, il faut servir 10 repas, dont un avec sans ça et cela, enfin, etc., Mm. quoi, sans tel et tel produit. Mm. Parce que l'allergie, normalement, c'est aux parents de signaler pour qu'on puisse, même au niveau médical, réagir si l'enfant enfin, le jeune fait un malaise, hein. Normalement, bon, avec des adolescents, c'est moins vrai qu'avec des colonies de vacances, avec des petits, où ils sont pas en capacité de signaler éventuellement qu'ils sont allergiques. Ils ont tellement envie de manger du gâteau, ils en mangent, qu'après, on apprend qu'ils sont allergiques à tel produit, hein. Mm. Au Betty, par gluten, rapport aux à ça, œufs. vous avez une J'ai, déclaration d'allergie? oui, complètement. J'ai un dossier vraiment complet qui a toute là, je suis devant la fiche de liaison sanitaire, hein, où on demande les informations du mineur, les vaccinations aussi, hein, très important, et les renseignements sanitaires, les allergies médicamenteuses, alimentaires, âge, autres, problèmes de santé particuliers, suivi d'un traitement médical, parce que c'est pareil, quand on les accueille, s'ils ont un traitement médical, il faut qu'ils arrivent avec l'ordonnance, le médicament dans la boîte d'origine, que ce soit mis sous clé, pardon, noté dans le registre et qu'il y ait une personne responsable qui donne le médicament au mineur. Donc oui, on Alors, a tout ça dans notre dossier ouais, d'inscription. ouais. Alors c'est pour ça que à chaque fois je dis, pour moi, c'est dans mes souvenirs de colonies de vacances, c'était ça en fait. On a le trousseau avec toutes les Bien déclarations sûr, c'est ont pas été rien. faites en amont. Mm. Alors, comme le dit Jean-François, on est aussi c'est pas les tout petits qu'on a. Et donc, il y a quand même beaucoup aussi de bon sens sur le fait qu'ils sont en capacité d'annoncer les choses. Mais une fois de plus, méfiance. Et donc, c'est vrai que Betty, elle a toute une documentation qui est faite en amont qui permet de border tout ça pour qu'elle ait toutes ces informations et pas en renvoyant des mails et encore des mails pour demander des choses en plus. Mais tout est bordé pour que ce soit fait en amont. Ouais. Bon, super. On va pas passer toutes les documentations. S'il y avait d'autres questions par rapport à cette première phase, la deuxième est beaucoup plus courte hein, sur les compétitions parce qu'on reprend des choses et on simplifie en Mm. fait en sautant une épine du pied qui est grâce au fait que c'est une compétition. Ok, pas de questions particulières. Donc cette fois-ci, on passe sur de l'accueil des mineurs en compétition. Bon, vous avez forcément entendu, je pense, il y a 2-3 ans, on a eu pas mal de soucis qui sont pas forcément dus aux mineurs, hein, mais qui sont parfois dus plutôt aux majeurs qui vont potentiellement entraîner les mineurs, et c'est là que c'est compliqué derrière. Mais il y a eu un choix qui a été fait, je pense que depuis que je suis revenu à la fédération, je me suis mis clairement à votre place, vous, club, lorsqu'il y a un gamin ou une gamine qui a 16 ou 17 ans qui vient faire une compétition chez vous que vous ne connaissez pas parce qu'il s'est inscrit puis il vient d'un autre club, il ou elle vient d'un autre club, c'est très compliqué de pouvoir gérer le fait d'être responsable de ce mineur. Et donc, on a pris la décision collégialement, en fait, de dire et de l'écrire que tout mineur qui participe en compétition doit être accompagné par un tuteur légal, que ce soit parent ou une autorité qui a été définie par les parents. Mais vous ne verrez pas un mineur arriver en compétition dans un cadre qui est un peu plus, hein, qui peut être compliqué à gérer. Vous ne verrez pas un mineur arriver sans avoir un tuteur légal sur votre aérodrome. Donc ça simplifie beaucoup les choses parce que tout ce qui est mis en place pour faire un stage spécifique planeur, eh ben, dès qu'on passe sur le côté compétitif, il a son tuteur légal avec lui. Donc vous n'êtes plus en responsabilité, mis à part le fait d'assurer les briefings, d'assurer la sécurité et de faire votre fond de métier qui est d'organiser du planeur et de la compétition planeur lorsque c'est ce cas-là. Bon, forcément, une autorisation parentale, vous voyez avec un lien, une fois de plus, fédéral pour un document, si jamais cette personne n'est pas un des deux parents ou une autorité parentale qui a été définie par un juge, cas échéant. Donc je pense qu'on aura moins de questions sur cette phase-là. Quelques conseils, et c'est là que ça va dans la droite ligne de ce que fait Betty. Euh, c'est toujours intéressant de faire signer, en effet, par l'autorité parentale ou le tuteur légal présent. Mais aussi, ça permet d'avoir une discussion à trois entre la personne qui reçoit du club et puis et les deux personnes qui sont reçues, que ce soit le jeune comme son tuteur. Et donc de faire contresigner le jeune pour balayer les choses qui nous paraissent normales, mais qui parfois ne le sont pas forcément, et mettre les points sur les i, puis se regarder dans les yeux. Ça permet souvent de simplifier le reste du séjour qui est une compétition là, mais
Mais en fait, en s'étant dit les choses droit dans les yeux au début du séjour, bah, normalement, ça se passe pas trop mal. Et il n'y a plus que des rappels, des gentils rappels à faire dans le séjour, mais normalement, c'est plutôt pas mal. On va passer à la suivante. Voilà, après des conseils organisationnels, et c'est bien d'avoir un référent mineur parmi le club. Et puis parfois même du côté des jeunes, d'avoir un jeune qui a été mis comme un peu le conseiller de classe pour pouvoir mettre un peu d'huile dans les rouages lorsqu'on sent que ça va pas bien, ou pouvoir aussi un peu pousser à la parole et pas que les gens restent dans leur coin. Et des fois, c'est plus facile pour un gamin ou une gamine qui est mineur de parler d'abord à quelqu'un qui a à peu près le même âge avant d'aller voir les adultes. Donc ça, c'est voilà, quelques conseils pour faire que ça se passe au mieux. Dans 99% des cas, une fois de plus, ça se passe très bien, mais c'est bien d'avoir mis en place quelque chose en amont pour pouvoir inviter au dialogue ensuite. Euh, Juste avant, s'il te plaît, par contre, Pauline, désolé. Dans l'encadré rouge, ouais, ce référent mineur, une fois de plus, il n'y a pas de diplôme particulier, hein. Euh, on est vraiment dans la compétition et ce côté compétition fait qu'on sort un petit peu du cadre des séjours classiques qu'on a vus juste avant. Ça nous simplifie les choses et on a fait le choix de simplifier encore plus les choses au niveau fédéral en imposant l'encadrement, enfin l'accompagnement par un tuteur légal du jeune. Donc, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de questions sur cette phase-là, qui est assez rapide. Et bien sûr, vous aurez accès, pour ceux qui organisent des compétitions. Je crois qu'il y a Cambrai qui fait partie des organisateurs de compétition, et puis Châlons-en-Champagne avec Axel Hubert. Donc ça vaut le coup d'aller voir ces différents documents que vous verrez là, mais que je partagerai avec les organisateurs de Planeur Academy. Donc vous aurez de nouveau cette même présentation qui sera en accès libre pour avoir accès aux différents documents. Mais voilà, pas de questions particulières. Le droit à l'image, attention, juste un dernier point avant qu'on se quitte et qu'on clôture la formation, mais le droit à l'image est quelque chose qui est un peu compliqué et dans tous vos documents, je sais que Betty le fait sur l'accueil des mineurs en séjour. C'est un truc qui est un peu flou, hein, même si ça n'est pas tant que ça, et Jean-François il va me contredire si jamais je dis que c'est trop flou. Mais le droit à l'image, tant que c'est des plans larges, qu'il y a beaucoup de monde, c'est des choses qui sont liées à des activités plus classiques comme la course à pied. Voilà, il n'y a pas forcément de besoin on rentre pas dans le droit à l'image dans ces cas-là. C'est dès qu'on commence à être plus appuyé sur une personne, un petit groupe de personnes, lorsqu'il y aura des interviews, lorsqu'on va utiliser ces images-là pour promouvoir l'activité. Et donc là, ça y est, on rentre dans cette notion de droit à l'image. Et une fois de plus, comme ce sont des mineurs, ils ne peuvent pas normalement signer directement, et c'est l'accompagnant et le tuteur qui doit le faire pour eux. Donc ça vaut le coup d'avoir des documents qui sont faits en amont de l'inscription à la compétition pour régler ce souci. En tout cas, cette question, c'est pas un souci, mais cette question de oui ou non, j'accepte que mon image soit utilisée pour des fins de promotion, hein, c'est très très normé. Mais ça fait partie des choses au moins vous pourrez utiliser l'image plutôt que d'avoir fait l'image et puis au final d'être dans l'impasse de ne pas pouvoir l'utiliser parce que cette question n'a pas été posée en amont lors de l'inscription du pilote à la compétition. Voilà, s'il n'y a pas plus de questions, parce que je sais que le côté compétitif, c'est plus simple, vu qu'il est très bordé. Voilà, n'hésitez pas. Je sais que Pauline, je crois que c'est toi qui reçois les questions directement. Si jamais il y a des questions qui reviennent après, il y a ton email quelque part. Oui, c'est ça. C'est toi qui as la chance de recevoir toutes les questions. Ok, bah, je te laisse clôturer. Merci à Betty et à Jean-François notamment d'être intervenus et puis aux questions des autres personnes. Et puis, Pauline, c'est quoi les prochaines formations? Il y en a plus? C'était la dernière? Oui, c'était la dernière formation des nouveaux dirigeants. Donc, Bon. comme je vous ai précisé au début, vous pourrez retrouver les replays sur YouTube. Et puis, si vous avez des questions ou que vous souhaitez avoir des présentations que vous avez peut-être loupées ou égarées, n'hésitez pas à me les redemander, il n'y a aucun problème. Merci. Eh bien, merci à Bah, bon, tous. Merci bonsoir. pour votre participation.